Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Parlement Hebdo, le meilleur de la semaine politique et parlementaire, avec à mes côtés Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Oriane, et cette semaine nous recevons David Assouline. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, vous êtes sénateur socialiste de Paris, vice-président du Sénat, et on va donc dérouler la semaine avec vous. La fin des consultations sur la révision constitutionnelle. Pas d'avancée, chacun campe sur ses positions. L'exécutif dévoilera les propositions retenues dans les prochains jours. La réforme de la SNCF et du statut des cheminots se fera par voie d'ordonnance. Le projet de loi qui autorise l'exécutif à prendre des mesures a été présenté. Une grève de longue durée s'annonce. Et puis, la simplification administrative était à l'ordre du jour du Sénat. Le texte instaure un droit à l'erreur pour le citoyen. Et on commence par le feuilleton de la révision constitutionnelle. Cette semaine, fin des consultations parlementaires à Matignon. Ces deux derniers entretiens, mercredi, Édouard Philippe les a réservés à François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, le président du Sénat. C'est lui, l'homme à convaincre pour cette révision constitutionnelle. Mais même si Édouard Philippe s'est bien gardé de livrer les détails de sa réforme, il ne semble pas avoir infléchi ses positions. Quentin Calmet. Mercredi à Matignon, c'est lui qu'il s'agissait de convaincre. Une mission compliquée, car depuis des mois sur plusieurs sujets, Gérard Larcher a placé des lignes rouges. Le président du Sénat s'oppose à l'interdiction du cumul des mandats dans le temps, mais également à un statut de la Corse mentionné dans un article à part, et insiste pour conserver une bonne représentativité des territoires. De l'autre côté de la table, peu d'informations sur ce que l'exécutif entend véritablement faire. Depuis plusieurs jours, le Premier ministre présente les grandes lignes de sa réforme constitutionnelle, mais sans jamais véritablement entrer dans les détails. Parmi les pistes avancées, une dose de proportionnelle aux législatives ou encore la réduction du nombre de parlementaires. Autant de mesures qui déséquilibrent nos institutions selon les présidents de groupe LR. Le premier risque à éviter, c'est d'affaiblir un peu plus le Parlement. Le Parlement, sous la Ve République, est très affaibli. Et là, les propositions qu'on nous propose, c'est d'affaiblir encore plus le Parlement pour donner une forme de toute-puissance au chef de l'État. Mais ces mesures sont populaires d'après les derniers sondages publiés. Ainsi, l'exécutif pourrait être tenté par la voie du référendum si les discussions avec son opposition parlementaire venaient à totalement échouer. David Assouline, chacun campe sur ses positions, on le voit, mais est-ce que vous pensez que la voie parlementaire peut encore aboutir ? J'espère que on va se rassembler sur une volonté qui est celle de renforcer la démocratie parlementaire. Elle est faible dans la Ve République. On voit bien que la tendance dans le monde, c'est à considérer que la démocratie affaiblit l'efficacité et donc on va vers des régimes autoritaires. J'ai entendu des propos de Nicolas Sarkozy d'ailleurs très bizarres dans une conférence où il louait ces régimes comme celui de M. Poutine. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec une vague populiste qui existe en France, on la connaît, il faut au contraire revaloriser le rôle du Parlement, montrer que la démocratie est synonyme d'efficacité et inversement, il n'y a pas d'efficacité sans démocratie. Et donc là, je vois une réforme qui ne cherche pas, dans ce qui est annoncé, à renforcer l'efficacité du travail parlementaire. De ce qu'on en sait en tout cas, parce que l'exécutif n'a pas dévoilé. Oui, mais on voit bien que ce qui est avancé, c'est il faut faire plus efficacement la loi. Mais moi, je constate comme parlementaire que très souvent la loi est mal faite parce que l'exécutif, qui a la quasi-totalité de l'initiative parlementaire, nous donne des lois où, sans étude d'impact réel, il n'y a pas le suivi derrière, et c'est souvent l'exécutif qui la ficelle mal. Et nous consacrons, nous, au Sénat en particulier, où nous sommes attachés à un travail de fond, très souvent c'est nous qui corrigeons les imperfections de la loi. Donc, par exemple, le droit d'amendement qui est menacé pour chaque parlementaire, je vais vous dire... on peut s'opposer surtout quand on est à l'opposition. Mais la réalité, c'est que quand on fait un amendement, on propose. On va y venir sur ce droit d'amendement. Oui. On va écouter André Chassaigne, mais sur une des lignes rouges de Gérard Larcher, par exemple, le non-cumul des mandats dans le temps. L'exécutif veut limiter ce cumul des mandats à 3. Est-ce que ça, c'est un point de blocage pour vous aussi ou pas du tout ? Non, c'est pas ça le point de blocage.
D'autant que le Parti socialiste a fait cette proposition et fait cette proposition depuis un certain temps. 3 mandats, ça va, c'est bien. Vous n'êtes pas contre? On n'est pas contre, on est même pour, avant même que ça ait été proposé par En Marche ou par le président de la République. Tout le monde, y compris pour les élus locaux, sachant que l'exécutif veut exclure les maires des communes de moins de 3500 habitants. Oui, ça c'est bien aussi. Mais c'est pas là le sujet. Le sujet fondamental, c'est est-ce que l'on renforce le Parlement ou est-ce que l'on renforce le pouvoir de l'exécutif? Or aujourd'hui, il y a, y compris dans la méthode, moi j'aime regarder ce qui est fait concrètement. Ordonnance sur le Code du travail, ordonnance sur la loi ferroviaire, vote bloqué sur les retraites des agriculteurs. La tendance de ce pouvoir, de ce gouvernement est à l'autoritarisme et au pouvoir personnel du président de la République. On va parler de cette réforme ferroviaire, mais est-ce que cette révision constitutionnelle, elle renforce les pouvoirs du Parlement comme vous le demandez, ou est-ce qu'elle nourrit l'antiparlementarisme? Pour moi, elle nourrit l'antiparlementarisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est alimenter le fait que le Parlement est là pour bavarder alors qu'il faut être efficace. C'est réduire le nombre de parlementaires, par exemple. Bien entendu, si on dit aux Français, ils sont trop... Bon, c'est vrai que ils vivent une inefficacité de l'action publique. Donc ils se disent, ils sont trop pour peu de résultats. Mais la réalité, c'est que si on pose la question aux Français, est-ce que vous voulez des parlementaires éloignés de vous? S'il y en a moins, ils seront plus éloignés dans le territoire de chaque citoyen. Ça sera des circonscriptions plus larges. Et donc, ce que je pense, je finis là-dessus, c'est qu'il faut arrêter d'aller dans le sens du populisme parce que ceux qui gouvernent vont recevoir le retour de bâton très fort, parce que l'on sait que c'est pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, c'est une tendance qu'il faut combattre. Alors vous en parliez à l'instant, le gouvernement aurait aussi l'intention de limiter le droit d'amendement des parlementaires en fonction de l'importance des groupes politiques. Écoutez le coup de gueule d'André Chassaigne dans des questions d'actualité à l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, les dernières initiatives du gouvernement sont marquées du sceau du mépris à l'égard de la représentation nationale et donc de la démocratie. Ces coups de force répétés, Monsieur le Premier ministre, marquent une dangereuse dérive aux accents de dictature technocratique. Ils donnent le ton de la réforme des institutions à venir, avec en particulier la restriction du droit d'amendement des parlementaires. Il ne s'agit pas simplement de rationaliser ou de rafraîchir le fonctionnement du Parlement. C'est l'avenir même de notre démocratie qui est en jeu. En matière de rapport entre l'exécutif et le législatif, ma doctrine est simple. Rien que la Constitution, mais toute la Constitution. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va vraiment sortir de son chapeau cette proposition ? C'est lui, là, on touche au droit. C'est lui qui en parle. Alors, où il manœuvre, où il agite. En tous les cas, nous le vivons comme une provocation, mais je pense que s'ils le défendent, je les prends au sérieux, s'ils le mettent sur la table, c'est qu'ils veulent faire ça, ils veulent tester ça. Ce n'est pas possible. Moi, ma principale fierté comme parlementaire, depuis que je le suis, j'ai été plus souvent dans l'opposition que dans la majorité. On peut se sentir inutile. Est-ce que notre rôle est de dire non, 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 non? Si on n'a pas le droit d'amendement, on dit non. C'est protestataire. Or, c'est dans l'amendement qu'on est obligé de proposer autre chose, qu'on formule de la proposition. Et donc, ce droit individuel est très très important, et ma fierté, c'est même quand dans la Constitution française, j'avais réussi en 2008 à faire passer un amendement sur l'indépendance, le pluralisme et la liberté des médias, alors que j'étais dans l'opposition, c'est dans la Constitution, je me dis j'ai été utile, même comme opposant. Cette semaine, David Assouline, le gouvernement a donné le top départ de la réforme de la SNCF. Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres. Transformation de la SNCF en société anonyme, fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés, telles sont les deux mesures phares du projet de loi qui autorise le gouvernement à réformer l'entreprise par ordonnance, un contenu autant qu'une méthode qui suscite moult critiques. Stéphanie Despierres. Des ordonnances pour aller plus vite. C'est l'argument du gouvernement pour justifier le recours à ce procédé. Et en même temps, il essaye de montrer qu'il reste ouvert au dialogue. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, le martèle. Le projet de loi indique le cadre de la réforme, mais les discussions ne sont pas terminées et le texte pourra évoluer.
Au fil de la concertation, dès qu'un sujet aura suffisamment avancé, il sera introduit par amendement dans le débat parlementaire à la place des ordonnances. Moi, je le dis clairement, cette méthode est celle qui donne le plus de place à la concertation. Pour l'instant, cette méthode ne convainc ni les syndicats ni l'opposition qui dénoncent l'utilisation des ordonnances et un gouvernement qui choisit l'affrontement. Sur le fond de la réforme, Elisabeth Borne a confirmé la fin du statut des cheminots pour les nouvelles recrues. C'est une ligne rouge pour les syndicats. Sur 4 pages, le projet de loi organise aussi l'ouverture à la concurrence du réseau SNCF. En revanche, le gouvernement ne touchera pas aux petites lignes non rentables. Édouard Philippe l'avait dit, Elisabeth Borne l'a confirmé. Le gouvernement a dit très clairement, et je n'ai pas de doute sur le fait que la SNCF suit les orientations du gouvernement, que nous ne suivrions pas le rapport Spinetta sur ce sujet. Ce sont des lignes qui méritent d'être examinées au cas par cas, qui recouvrent des réalités différentes, sur lesquelles l'État a pris des engagements dans le cadre des contrats de plan État-région, et ces engagements seront tenus. Le débat sur la réforme du rail devrait commencer mi-avril à l'Assemblée. Le recours aux ordonnances, c'est la bonne méthode, David Assouline, pour faire passer cette réforme difficile ? Le lien avec la discussion de tout à l'heure. Et très souvent, on dit que la forme, c'est le fond. Et la forme des ordonnances, bien sûr qu'il y a des sujets où on a souvent attendu pour réformer. Mais maintenant, si ce gouvernement veut réformer, il doit savoir que sur des sujets essentiels, qui matrice le contrat social qui est existant depuis des décennies. Donc c'était le Code du travail. Là, c'est la SNCF qui est au-delà de la SNCF symbolique. Le rapport Spinetta, c'était annoncé 1 an de travail. Ensuite, on a dit 6 mois. Finalement, c'est 3 mois. Donc le rapport lui-même, son élaboration. Ensuite, il est mis sur la table et on nous dit ça va pas être la loi normale, on discute, on amende, et le temps de la concertation avec les syndicats, on nous dit c'est par ordonnance. Et les syndicats sont pas contents aussi parce qu'il n'y a pas cette concertation. Moi j'ai entendu Monsieur Berger, le responsable. Philippe Martinez. Comment ? Il a choisi l'affrontement, le Premier ministre, comme dit Philippe Le Martinez. passage en force, mais c'est une méthode, très personnelle de gouvernement, très très brutale de gouvernement. Et je ne crois pas qu'on réforme notre pays de cette façon. La détermination, ce n'est pas la brutalité. Et je veux dire, j'ai entendu le responsable de la CFDT, qui n'est pas considéré comme un irresponsable, rappeler, il y a l'année dernière, 70 000 cheminots étaient entre 1 et 1,3 du SMIG. Et on va nous dire c'est ça les nouveaux riches. Vous irez manifester le 22 mars aux côtés des cheminots ? Oui. Oui, et je pense que c'est la place de tous ceux qui veulent défendre non seulement les droits des travailleurs, mais aussi un système ferroviaire qui fonctionne pas suffisamment bien, et probablement il y a des problèmes d'organisation et il faut mettre ça sur la table. Mais ce n'est pas le niveau de rémunération ou les avantages qu'ont les cheminots qui sont la faute de cela. Je crois que vraiment désigner aux Français des cheminots comme les privilégiés, alors que nous sommes passés de dividendes et d'une augmentation du nombre de milliardaires dans ce pays de façon gigantesque, ce ne sont pas eux les nouveaux riches, au contraire, et donc je pense qu'il faut arrêter ce populisme. Ça encore, c'est du populisme, et c'est monter les Français les uns contre les autres, des pauvres contre des pauvres. Autre sujet, David Assouline. Cette semaine, le Sénat a examiné le projet de loi de simplification administrative. Le texte a déjà été voté par les députés. Son objectif, redonner confiance dans l'administration. Sa mesure phare, l'instauration d'un droit à l'erreur. Mais au fur et à mesure de son examen, le texte a perdu de sa cohérence. C'est en tout cas ce qu'ont dénoncé une partie des sénateurs. Quentin Calmet. Accrochez-vous, les thèmes concernés par ce projet de loi droit à l'erreur étaient pour le moins divers, à la limite de la confusion. À l'origine, le texte visait à créer une indulgence pour les utilisateurs des services publics, principalement prévue pour l'administration fiscale. Le Sénat avait, dès l'examen en commission, étendu ce droit à l'erreur aux collectivités territoriales et à la Sécu. Finalement, en séance, c'est aussi le droit à l'environnement
et même les démarches européennes comme la PAC qui ont été ajoutées. Beaucoup plus difficile ensuite de trouver une cohérence à la suite de l'examen de ce texte. Sur les bancs des LR comme du Parti socialiste, on dénonce cet aspect fourre-tout. Sincèrement, mais où est-ce qu'on est? C'est le Sénat de la République. Et le Sénat de la République en est à débattre de savoir si on crée un numéro de téléphone et si ce numéro de téléphone doit être ou pas habilité à être joint, pas joint et tout. Mais la prochaine fois, faites-nous faire les circulaires. Exemple avec les parcs éoliens. À la dernière minute, le gouvernement entend renégocier les tarifs de rachat de l'électricité produite en mer. Levée de bouclier immédiate des sénateurs bretons et normands. Ces renégociations ne peuvent se faire sous la contrainte, avec effet rétroactif, comme le propose l'amendement du gouvernement, qui crée un véritable risque pour la filière de l'éolien maritime. Autre sujet, les lieux de culte. La Haute Assemblée adopte un amendement sur la traçabilité des flux financiers dans leur construction. Aujourd'hui, quand se construit un lieu de culte, et disons les choses clairement, une mosquée dans une commune, on ne sait pas qui la finance, on ne sait pas qui est derrière ce projet. Avec ce texte, le gouvernement permet également aux représentants des cultes de ne plus être considérés comme des lobbies, et ce, malgré les protestations venues de la gauche. Qui peut contester que les associations cultuelles entrent dans le champ de la définition légale des représentants d'intérêt? Les lois sur le mariage pour tous, ou en faveur des malades et des personnes en fin de vie, peuvent témoigner que les associations cultuelles pèsent dans le débat public. Reste désormais à adopter l'ensemble de ce texte. Le vote solennel est prévu au Palais du Luxembourg mardi prochain. David Assouline, pour vous aussi, ce texte manquait de cohérence? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 65 articles. Bon, il partait de quelque chose de tout à fait louable, qui est une simplification et le fait que on ait le droit à l'erreur dans les rapports avec l'administration et que ce soit l'administration qui doit prouver qu'il y a eu mauvaise volonté, etc. Bon, tout cela est ressenti par les Français, par nous tous, et c'est bien. Mais après, voilà, un texte fourre-tout où on aborde à la va-vite des sujets qui mériteraient d'être approfondis, et puis d'autres, on met au Parlement en discussion, franchement, des sujets qu'on pourrait régler par simplification, par circulaire, par décret. J'ai bien aimé M. Carucci tout à l'heure qui, de façon humoristique, disait notre sentiment. Et puis, quand on a des lois balais de ce type, eh bien, chacun il vient y en rajouter et y mettre du sien. Puis là on voit des choses importantes. La loi de 1905 sur la laïcité, qui est remise en question à travers un article où on sort du champ des lobbies les organisations culturelles, et on a bien vu, ça a été dit. Pour vous ? Ah oui, là c'est un problème parce que on n'arrête pas de polémiquer, de discuter sur la laïcité de façon violente, sans fond, sans qu'on puisse maîtriser les choses et être responsable dans ce débat. Et d'un coup, quand ça arrive au Parlement, c'est par la petite bande et il n'y a pas de débat et on touche à des principes fondamentaux. Donc vraiment, c'est pas sérieux. Et justement, c'est l'exemple même. C'est l'exécutif qui devrait faire attention à comment il fabrique la loi, il propose la loi. Ce ne sont pas les parlementaires qui la font mal. Et comme ancien président de la commission de contrôle de l'application des lois, j'ai beaucoup fait attention à la façon dont on fabrique la loi, dont elle est évaluée. J'y attache de l'importance. Mais c'est en revalorisant le Parlement qu'on y arrivera. Et justement, ce texte va revenir à l'Assemblée. En tout cas, il y aura une CMP, une commission mixte paritaire, pour essayer de trouver une version commune entre les deux chambres. Vous pensez que ça va aboutir ou pas ? L'Assemblée ayant le dernier mot sur le texte. Je ne sais pas, parce que très franchement, nous-mêmes socialistes, qui sommes une opposition de gauche au gouvernement, nous ne sommes pas contre le principe essentiel qui est niché dans un article, c'est l'article 2. Voilà, donc il y a des choses importantes que ça peut apporter aux Français. On va discuter exactement de notre position, mais très franchement, je souhaite du courage à ceux qui vont être à la CMP, parce que quand il y a autant d'articles pour se mettre d'accord, c'est compliqué. On va passer à la partie politique de cette émission, David Assouline, avec notre partenaire du Figaro.fr.
Et on accueille Jim Jarassé. Bonjour Jim. Bonjour Katia, bonjour David Assouline. Bonjour. Vous êtes un soutien d'Olivier Faure qui est arrivé en tête au premier tour, si on peut appeler ça comme ça, du congrès du Parti socialiste. Stéphane Le Foll, qui était le second, a annoncé qu'il jetait l'éponge. Olivier Faure sera donc, selon toute logique, le prochain patron du PS. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Ah oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. La bonne nouvelle d'abord, c'est que ceux qui disaient le PS est mort, quand une quarantaine de milliers de militants viennent physiquement, peu de partis font ça, parce que maintenant on fait des clics, on adhère comme ça sans cotisation. Là, faut être à jour de cotisation et elles sont sérieuses au Parti socialiste. Plus de 200 000 au congrès de Reims. C'est une évidence que nous avons. 40 000 aujourd'hui. Qui va nier ici, en tous les cas pour moi, le fait que nous sommes sortis très affaiblis, très malades, à tel point que il faut une renaissance et pas seulement une reconstruction. Mais il y a 40 000 militants, des milliers d'élus qui sont là, qui existent, qui viennent physiquement voter, s'intéresser à un débat politique. Donc c'est pas mort. C'est même l'inverse pour moi, c'est le bourgeon d'un printemps de la Renaissance socialiste qui s'annonce. Et en plus, deuxième bonne nouvelle, Olivier Faure, je pense, était celui qui rassemblait. Vous savez, ceux qui sont restés socialistes, justement, sont peu nombreux dans le pays. Donc, c'est déjà presque un grand courant par rapport à la société. Il est très peu connu du grand public. Donc, s'amuser à se rediviser. Pouvoir, justement, alors déjà rassembler le parti, vous l'avez dit, et puis élargir sa base de légitimité. Bien sûr, d'abord en faisant travailler ensemble les socialistes, parce que les 4 candidats peuvent travailler ensemble. Et vous savez, il faut d'abord reconstruire un collectif. Notre tête a été un peu décapitée. Donc ça, c'est du travail, faire émerger des nouvelles têtes. Et on ne peut pas sans arrêt demander le renouvellement en disant il n'est pas assez connu. Enfin bon, si on veut du renouvellement, c'est des nouvelles têtes. Donc Olivier Faure n'est pas né de la dernière pluie, il a une expérience, mais surtout, c'est sa volonté de rassembler et sa capacité que j'ai senti déjà à rassembler des gens assez différents et des territoires en partant de la base que j'ai soutenu. Je suis très content qu'il ait fait ce score. En plus, dans ma propre section aussi, on a fait près de 60%. Donc, à tous les niveaux, ce matin, je suis satisfait parce que on pouvait avoir peur d'un congrès qui se passe mal, avec peu de participation, avec beaucoup de divisions. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Il y a un sondage qui était dur pour le PS cette semaine. 62% des Français qui ont une mauvaise image du PS, c'est à égalité avec le Front National la pire image pour un parti politique au sein de l'opinion publique. S'il y avait une chose à faire, pour redorer l'image du PS, selon vous, David Assouline, qu'est-ce que ce serait ? C'est travailler, reconstruire cette confiance pas à pas, faire le bilan de notre exercice du pouvoir, parce que pour nous refaire confiance, il faudra qu'on dise qu'on va changer dans la méthode. C'est être humble, et puis travailler à faire des nouvelles propositions, et pas seulement des nouvelles propositions face à celles du pouvoir en place, mais à penser un projet de société sur les questions essentielles des grandes mutations sur lesquelles il y a peu de vraies perspectives solides, sur la révolution écologique qu'il faut faire, le fait que pour nous le social maintenant doit être complètement lié à l'écologie et qu'il n'y a pas d'écologie sans social, il n'y a pas de social sans écologie, mais il y a aussi sur les grands défis démographiques, sur la révolution technologique, il y a une révolution du travail et donc il faut repenser les outils de la solidarité sociale qui s'est construite à partir d'une autre organisation du travail. Là-dessus, il faut penser et travailler. On a aperçu François Hollande qui est venu voter à Solferino jeudi soir. Il va sortir un livre qui est assez attendu. Est-ce qu'il a encore sa voix au chapitre, l'ex-président de la République, au sein du encore heureux qu'un ancien président de la République ait sa voix au chapitre. Les membres du Parti socialiste. Tout le monde n'est pas sur cette ligne. Non, mais ça veut dire quoi, la voix au chapitre? Est-ce que il a vocation? Est-ce qu'il a encore un poids politique au sein du Parti socialiste? Je pense que sa parole. Que les deux arrivés en tête soient Olivier Faure et Stéphane Le Foll, c'est pas un peu la victoire de François Hollande quand même? Je pense que si c'était Stéphane Le Foll, ça aurait signifié
l'incarnation, malgré ce qu'il peut dire, on a tout bien fait, et puis voilà. Or, Olivier Faure n'est pas là-dessus. Moi, j'ai aussi soutenu Olivier Faure aussi parce que j'ai vu et parce que j'en étais au moment de débats fondamentaux sur la réforme de la nationalité, mais aussi sur la loi El Khomri. Nous avons mené des bagarres dans les instances, à l'intérieur, en toute loyauté. Nous les avons perdu et Olivier Faure était au rendez-vous pour essayer de changer les choses. Donc pas béni oui. Et je pense que c'est ce qui lui donne une autorité et je pense qu'on va se reconstruire comme ça et en se rassemblant. C'est donc le mot de la fin, David Assouline. Merci. Merci. Merci Jim, merci David Assouline. On se retrouve nous la semaine prochaine. Avant de se quitter, je voudrais dire un petit mot pour ma partenaire Katia Gilder qui va s'absenter quelques semaines pour un heureux événement. Vous allez nous manquer, Katia. On vous souhaite plein de belles choses et puis on vous retrouve avec plaisir dans quelques semaines. Avec plaisir. Très bonne suite de programme. À très bientôt. Ciao, ciao.